Oui, bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons d'un sujet très intéressant, quelque peu polémique. L'Union européenne a-t-elle une politique démographique en Afrique ? En d'autres termes, est-ce que l'Union européenne soutient, finance, oblige les États africains à contrôler leur population, leur démographie, à limiter les naissances ? C'est le sujet que nous allons aborder ce soir avec Nicolas Boer, qui a étudié les récents accords de Cotonou qui contiennent des dispositions très intéressantes à cet égard. Alors Nicolas Boer, donc chercheur associé à l'ECLJ, dites-nous, est-ce que l'Union européenne a franchi un pas nouveau dans sa politique de contrôle démographique de l'Afrique ? Alors ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois que dans un accord signé entre l'Union européenne et de nombreux États africains, qu'il y a une disposition dans laquelle les parties s'engagent à soutenir l'accès universel aux droits reproductifs et sexuels. Et donc les droits reproductifs et sexuels, même si c'est la logique individualiste des droits de l'homme où chacun choisit les droits qu'il exerce, en tout cas ça inclut la contraception et peut-être l'avortement. Et donc ces deux politiques de contraception et d'avortement sont bien une politique de contrôle démographique. C'est ça. Alors peut-être pour redonner le cadre, expliquer aux auditeurs, donc en fait l'Union européenne est en train de négocier un accord de développement. Elle a négocié, du coup, elle a signé un accord en avril 2021 avec les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, donc ça fait 79 États membres, qui s'appelle l'accord post-Cotonou, en référence à l'accord Cotonou de 2000, c'est l'accord qui le remplace, dans lequel les parties s'engagent à soutenir du coup les droits reproductifs et sexuels. Et cet accord n'est pas encore ratifié. Le processus de ratification a déjà commencé, donc au sein de l'Union européenne, au sein de ces États. Mais il y a deux questions sensibles. Donc la première question, c'est la question de l'immigration qui est sensible pour des pays comme la Hongrie. Et la question qui est la plus sensible pour les États africains notamment, ou en tout cas certains États africains, c'est la question de savoir si l'avortement est inclus ou non dans cet accord. D'accord, donc en fait c'est un accord qui est très important parce qu'il pose le cadre de la coopération entre l'Union européenne et ces pays. Il est assorti d'une aide au développement, d'une enveloppe apportée par l'Europe de façon conditionnelle à ces pays ? Alors c'est un accord très large qui touche à de nombreuses questions, donc y compris les questions climatiques, les questions migratoires, comme je vous le disais, les questions économiques, commerciales. Et il contient une partie droits de l'homme, effectivement, où il y a tout un tas d'engagements politiques demandés. Et le seul engagement qui est unilatéral, qui concerne que l'un des parties dans l'accord, qui concerne que l'Union européenne, c'est l'engagement qui consiste à donner de l'aide au développement. Et donc effectivement, c'est le cœur de l'accord, puisqu'en fait en droit international, quand un accord n'est pas respecté, une partie peut être suspendue, et du coup, si l'Union européenne considère que cet accord n'est pas respecté par certains États, donc par exemple s'il ne légalise pas la contraception ou l'avortement, elle peut tout à fait suspendre son aide en développement. Et en fait, c'est la menace, c'est le moyen de pression que l'Union européenne utilise contre ces États pour les obliger à avoir un contrôle des naissances. Est-ce qu'on est dans le même contexte que le rapport qu'il y a actuellement entre l'Union européenne, entre Bruxelles et la Pologne, où on voit bien que Bruxelles menace la Pologne de lui couper finalement son aide dans le plan de relance post-Covid si la Pologne n'adopte pas des mesures controversées sur justement les questions d'avortement, les questions de migration. Encore une fois, les mêmes questions finalement qui sont celles posées avec l'Afrique. Est-ce que c'est cette même démarche de chantage financier ? Oui, on peut parler de chantage financier. Alors, si cette fois, sur l'avortement, ça ne concerne pas la Pologne et la Hongrie, c'est qu'en fait, cet accord est négocié et sera ratifié uniquement par l'Union européenne, uniquement par le Conseil de l'Union européenne et avec aussi l'accord du Parlement européen, alors que l'accord de 2000 de Cotonou a été ratifié par l'Union européenne et chacun des États membres. Et donc, en fait, la Pologne aurait eu davantage son mot à dire, alors que là, c'est vraiment un accord qui est négocié par l'Union européenne, et tous les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique qui ont, eux, chacun leur mot à dire. Mais au niveau européen, en fait, ce débat sur l'avortement n'a pas pu avoir lieu dans le cadre de cet accord. C'est ça, donc là, c'est quand même très important que les auditeurs comprennent. Précédemment, le premier accord de Cotonou avait été négocié par les États européens et les États partenaires. Cet accord-là, il est négocié directement par la Commission européenne. Oui. Et sans avoir besoin de l'accord de chaque État membre de l'Union européenne.
Oui, et ça pose des questions, puisqu'en fait, l'accord couvre tellement de sujets qu'en fait, il couvre des sujets sur lesquels en fait, l'Union européenne n'a aucune compétence. Les compétences de l'Union européenne, il y a des compétences qui sont exclusives, donc qui sont vraiment les compétences de l'Union européenne, d'autres qui sont partagées avec les États, et d'autres qui sont réservées aux États. Et en particulier, les politiques de santé sont réservées aux États. Et donc, quand on parle de droits reproductifs et sexuels, de santé reproductive et sexuelle, de politique de contraception, d'avortement, toutes ces politiques, normalement, ce sont seulement les États qui en décident souverainement. Et donc là, on se retrouve dans un cas de figure où l'Union européenne négocie, signe, ratifie un accord dans lequel il y a des dispositions sur lesquelles elle n'a pas en fait la compétence pour répondre. Et donc la Commission européenne a déjà été interrogée sur ce sujet par une députée espagnole, une députée européenne du parti Vox, qui s'appelle Madame de la Pisa, qui l'a interrogée sur ce sujet de savoir pourquoi l'Union européenne négociait des accords sur des sujets sur lesquels elle n'avait pas la compétence. Et il y a aussi cette deuxième question qui se pose de savoir qui peut nous permettre de savoir, puisque ces négociations, on n'y a pas vraiment accès, qui peut nous permettre de savoir ce qui est vraiment inclus dans certaines dispositions de l'accord. Et donc en fait, l'Union européenne négocie, signe et ratifie un accord, mais pour l'instant a refusé de nous dire a refusé de répondre à des députés sur le sujet de savoir si les États qui étaient partis à cet accord étaient tenus de légaliser ou non l'avortement. C'est ça, donc il y a plusieurs niveaux d'opacité alors, ça veut dire un premier niveau dans le cadre des négociations, et ensuite un second niveau quant au sens même des termes de l'accord. C'est ce que vous voulez dire par rapport à la signification de cette référence à la notion de santé sexuelle et reproductive qui serait équivoque. Oui, c'est ça. Alors, je sais que vous avez beaucoup, Grégoire Pupin, combattu cette notion de santé sexuelle et reproductive, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, on peut le regretter, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que même les États les plus pro-vie, en fait, utilisent cette notion. Donc, que ce soit la Hongrie, la Pologne, les États-Unis de Donald Trump, le Brésil, les États africains aussi, tous ces États ont signé en octobre 2020 une déclaration qui s'appelle la Déclaration de consensus de Genève, qui promeut en fait cette notion de droit et de santé reproductive et sexuelle, mais explique qu'en fait cette santé, ces droits n'incluent pas l'avortement. Et donc une partie de ces États vont signer les accords, donc Pologne, Hongrie et des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et d'autres États, comme la France ou comme la plupart des autres États, en fait, incluent la notion d'avortement dans cette santé reproductive et sexuelle. Et l'Union européenne aussi l'inclut, la Commission européenne l'inclut aussi. Et donc du coup, la question, c'est de savoir si chaque État pourra ensuite interpréter comme il veut pour cet accord ce que signifie cette notion, ou si vraiment il y aura une interprétation qui sera donnée. Et en fait, dans le cadre de cet accord, justement, il y a aussi la mise en place d'une institution qui existait déjà, qui s'appelle le Comité des ministres Union européenne ACP, donc pour ces États, qui en fait peut prendre des décisions qui sont obligatoires, et donc qui peut interpréter en fait l'accord et puis contraindre les États. Donc ça on va y revenir. Donc le mécanisme pour comprendre l'ensemble. D'abord, quel est le montant des aides au développement qui sont envisagées? Est-ce que vous avez une idée de ce... Alors en tout cas, c'est vraiment l'accord qui régit cette question, et qui ensuite ce comité des ministres Union européenne ACP prend des décisions et attribue tout l'argent en fait du Fonds européen pour le développement. Donc c'est vraiment toute l'aide au développement qui est versée à ces pays qui est concernée. C'est pas une partie. Et donc du coup, c'est toute cette aide qui peut aussi être suspendue. Donc c'est tout le cadre de l'aide au développement européen à l'égard de ces pays qui passe maintenant qui passera à l'avenir par ce biais, par ce mécanisme, par cet accord cadre. Donc on comprend bien différents niveaux. Le niveau d'abord de négociation Commission européenne avec ces pays qui donc n'est pas ouvert au public, on ne connaît pas le contenu. Deuxième niveau d'incertitude ou d'ambiguïté, c'est le sens même des termes. Et là, la question de la santé sexuelle et reproductive comprend-elle ou non la référence à l'avortement et à la contraception. Troisième niveau d'incertitude, c'est finalement, on reporte à plus tard la précision du sens des termes, puisque c'est cette instance permanente qui va être constituée dans le cadre de cet accord entre les États, entre l'Union européenne et les pays donc partenaires, pour faire le suivi de la mise en œuvre de cet accord. Donc il va y avoir comme une nouvelle institution internationale, un nouveau secrétariat international chargé de superviser le respect
et la mise en œuvre de cet accord. C'est bien cela. Cet accord, oui, même plus qu'une institution, en fait, il maintient 4 institutions qui existaient déjà, il en crée 9 autres, et donc en fait, on a une véritable usine à gaz institutionnelle avec de nombreuses institutions qui s'exprimeront, qui feront des déclarations donc plus ou moins importantes. L'institution la plus importante, c'est celle que j'ai citée, le comité des ministres UE-ACP. Mais en tout cas, il y a toute une architecture institutionnelle qui sera chargée effectivement de s'assurer que cet accord est mis en œuvre et qui décidera de toutes ces questions, de savoir si, à quel moment on suspend l'aide au développement, si tel État ne respecte pas... Est-ce que c'est équilibré entre l'Union européenne qui a l'argent de l'aide au développement et les pays en face qui le reçoivent? Ah bah non, mais ça, cette question, en fait, elle date, hein, on peut lire là-dessus Marguerite Peters qui a suivi toutes ces questions sur le Saint-Siège. Elle explique qu'en fait, dans de nombreux textes qui ont été signés par l'Afrique, même des textes qui concernent l'Afrique de manière interne, sans l'Union européenne, en fait, il y a des agents étrangers, occidentaux, qui mettent la pression à l'Afrique en profitant de sa pauvreté, du manque de vraies politiques d'éducation et du manque de solidité d'institutions démocratiques, et qui du coup profitent de tout ça pour faire passer des valeurs occidentales, sûrement avec des bonnes intentions, qui sont le contrôle des naissances, bien sûr, mais aussi sans doute même des bonnes intentions sur une vision de la famille, de la femme, avec le travail des femmes. Voilà, donc c'est pas une question nouvelle. Ça, c'est une question effectivement qui est ancienne, même très ancienne, et pas seulement européenne. Il y a effectivement toujours eu une volonté de contrôle démographique des pays, notamment africains, mais surtout des pays d'Asie, d'ailleurs qui a porté des fruits, entre guillemets, puisque la démographie a été fortement réduite dans un certain nombre de régions qui autrefois étaient considérées comme étant un risque à cet égard. Même la Banque mondiale, par exemple, menait des programmes de contrôle démographique, finançait des programmes de stérilisation, des programmes de contraception, des programmes d'avortement. Moi, j'ai retrouvé des archives où l'on voit un programme de la Banque mondiale qui finance et qui rétribue les femmes qui acceptent de se faire stériliser en Afrique du Nord. Dans les années 60. Eh bien, donc il y a effectivement une politique qui était jusqu'à présent assez cachée. Quand on regarde cette histoire, il y a toujours une ambiguïté, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cet aspect-là. La Banque mondiale agit, des ONG agissent, et lorsque nous avons mené l'action de One of Us, un de nous, auprès de l'Union européenne, nous avions demandé à l'Union européenne de cesser tout financement public d'actions impliquant la destruction de vies humaines. Et nous avions eu face à nous une forte réaction des grandes ONG, de l'industrie de l'avortement, notamment le Planning familial mondial et Marie Stopes, l'organisation Marie Stopes. Et ces organisations nous disaient attendez, si l'Union européenne ne peut plus financer l'avortement, nous allons perdre nos subventions à l'égard des pays africains. Donc il y avait il y a toujours une vraie ambiguïté. C'est assez caché en fait cette politique européenne de contrôle des naissances qui agit soit directement, soit par le biais d'ONG. Et maintenant, dans le cadre de cet accord de Cotonou. Alors peut-être que nos auditeurs vont penser que c'est une bonne chose de vouloir contrôler la démographie africaine dans le contexte des migrations. Est-ce que vous croyez que ça peut... que ça correspond à une nécessité aujourd'hui? Est-ce que c'est bien reçu par les pays africains? Notamment donc cette question sur le contrôle démographique et puis le volet aussi migratoire de cet accord. Alors cette question du contrôle, je pense que c'est une question qu'on peut décliner sur de nombreux sujets. En fait, il y a toujours ce débat sur à quel point l'État ou les États ou des institutions doivent contrôler la vie, l'organiser, la réglementer pour le bien des gens, ou à quel point les personnes peuvent aussi voir leurs biens, voir quelles sont leurs valeurs familiales, quelles sont les valeurs les traditions de leurs ancêtres. Et c'est vrai qu'en tout cas, cette politique ne correspond pas à la culture africaine actuellement. Il y a une étude du Pew Research Center de 2013 donc, qui a fait des sondages sur toute l'Afrique sur l'avortement. Et ce qu'on voit, c'est qu'une majorité de chaque peuple africain rejette l'avortement. Et donc, du coup, face à ça, il y a la question de savoir si est-ce qu'on doit les rééduquer pour leur dire l'avortement c'est bien ou est-ce qu'en fait on peut aussi les laisser vivre et stopper des politiques qu'on pourrait qualifier de néocolonialistes. Donc moi j'opterais plutôt pour l'idée que l'Afrique peut vivre, faire ses choix,
Et il y a une deuxième question aussi qu'on peut poser, c'est la question de l'eugénisme. Il y a un très bon livre qui est sorti de Gabriel Terezo récent, L'élimination des pauvres. En fait, il n'y a pas que l'idée de contrôler les naissances, il y a aussi l'idée d'éliminer les pauvres, d'éliminer les handicapés et d'éliminer aussi toute personne fragile. Et cet auteur montre qu'en fait, cette idée de darwinisme social est née dans les années 20 et en fait, elle est toujours présente dans les politiques de développement en Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Bauer pour cet entretien. À bientôt.